وسهلا فيكم. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir un ami, un grand collectionneur, un homme très connu, Odile, sur la place artistique et industrielle au Liban. Vous m'impressionnez, vous m'intimidez. On n'a pas l'impression. Et j'ai surtout le plaisir de savoir que notre ami, le grand Jean-Louis Mengui, a accepté de faire la présentation de l'émir Samir Abil-Lama. Nous sommes donc doublement heureux de savoir que l'esthétique, le bon goût, l'inspiration artistique vont se joindre à l'esprit du collectionneur, de l'architecte, de l'industriel et de l'homme de finance. Je suis surtout aussi heureux de savoir que il y a ici quelques-uns des grands acteurs de la scène artistique et du marché de l'art. Je ne veux pas les nommer un à un, ils se reconnaissent. Sachez que c'est un grand plaisir qu'ils nous font en participant à cette rencontre. Et avant de donner la parole à Jean-Louis, je voudrais vous dire que je n'oublie pas que notre amie, Madame Nada Mata, qui m'a été présentée par ma fille Nathalie, Madame Mata a exposé ces deux tableaux, petits tableaux ici. Elle en fait de beaucoup plus généreux, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus expressif, mais c'est aussi un signe de participation amicale. Vous êtes les bienvenus. Et la parole est à notre ami Jean-Louis. Ça va nous sortir de la morosité politique, du train-train défaitiste dans lequel nous vivons, en attendant des jours meilleurs. Alors, merci. Chers amis, je commence par une phrase qui est assez symbolique. Connaissez-vous les 4 règles d'un collectionneur? Il y a d'abord l'envie, puis la possession, et enfin, le 3e stade, c'est le partage. Suivi, 3 points de suspension, par l'ennui. C'est une phrase de toi, cher Samir, qui dit tout à la fois... Tu veux la commenter? Mais justement. C'est bien pourquoi j'introduis notre propos par cette phrase qui est tout à fait révélatrice. Et elle dit à la fois ta passion de collectionneur, ton envie de posséder et de partager, mais aussi l'envers de la médaille, qui peut aussi devenir, comme tu le dis, de l'ennui. Alors, évidemment, Samir Abil-Lama n'est plus à présenter. Il est marié à Claude Ibrahimcha, qui est ici présente, père de 4 fils, Youssef, Karim, Raed et Maher, grand-père de 10 petits-enfants. Je m'arrêterai là. Il poursuit ses études primaires à l'école Saint-Joseph des Jésuites. Ses études secondaires d'architecture, il les poursuit à l'ALBA, l'Académie libanaise des beaux-arts. Il en est diplômé en 1957 et il va y enseigner pendant 2 ans. Tu m'interromps si j'ai fait une erreur quelconque. Jusque-là, ça va. Très bien. Bon, parfait. En 61, il arrête d'une manière assez abrupte l'architecture pour développer l'industrie automobile, qui est l'industrie familiale. Et puis, il fonde en 75 Arabian Metal Industries et Arabian Axle à Jeddah et Titan, puis Friday en France. Comme tout passionné, il s'investit aussi dans plusieurs domaines. D'abord, le domaine de l'éducation, avec la présidence pendant 15 ans du centre sportif, culturel et social de Jamour, de la fondation Afif Serran pendant plus de 20 ans. Dans le domaine de la finance, il est membre du conseil d'administration du Crédit Libanais et de la Bemobank. Et dans le domaine des affaires, il est président de Al-Amir Holding, qui regroupe Mitsulift International et Mitsulift Africa. Dans le domaine social, il crée la fondation Samir et Claude Abil-Lama, qui est une coopérative libanaise pour le développement. Et dans le domaine immobilier, il a à son actif plusieurs réalisations au Liban et à l'étranger. Enfin, dans le domaine du patrimoine,
qui est, je dirais, sa grande passion. Il est membre de la Fondation nationale du patrimoine et signe la réalisation des stèles de Nahr el-Kalb et l'extension du musée national de Beyrouth que nous connaissons tous et dont l'extension a été évidemment signée aussi par Jacques. En 2021, il va arrêter là aussi ses activités professionnelles pour se consacrer à cette holding, à l'Amir Holding, et à ses hobbies, surtout la peinture, les collections d'œuvres d'art, et ceci pour son parcours. Cependant, il est important de remonter un peu plus loin dans le cours de l'histoire. Si vous le permettez, nous allons remonter dans l'histoire pour pouvoir savoir exactement d'où vient Samir Abil-Lamar qui va se présenter à nous aujourd'hui, et quelles sont les origines de la lignée de l'émir à laquelle Samir Abil-Lamar appartient. Les grandes étapes qui ont jalonné l'itinéraire politique et guerrier des Abil-Lamar, ces seigneurs quasiment investis d'un pouvoir souverain sur le Matn, et qui, en récompense de leur engagement décisif dans la bataille de Handala aux côtés de l'émir Haydar Shah, ont vu leur domaine féodal s'étendre jusqu'à Nahr el-Kalb. La tradition locale, relayée par différents historiens libanais, font rattacher la famille Abil-Lamar aux tribus de Tannour, venues de la péninsule arabe pour s'établir au Mont Liban. Leur arrivée au Matn va remonter pratiquement au IXe siècle. Là, entre le mont Sannin et la vallée de Hammana, position évidemment stratégique pour le contrôle de l'axe Beyrouth-Damas, les Abil-Lamar, au départ de véritables hommes d'armes, se sont constitués dès le XIIIe siècle des fiefs accordés par les émirs seldjoukides de Damas en échange de leurs services contre les Francs. D'ailleurs, comme le relève Rejab Maouad, co-auteur avec Léon Nordikian de l'histoire des émirs Abil-Lamar du Matn, histoire épalée du XIIIe au XIXe siècle par nos éditions Al-Nahar, je vous engage évidemment à reprendre dans l'ensemble des détails cet ouvrage qui est absolument fascinant et à travers lequel vous allez pouvoir véritablement retrouver et retracer la lignée et évidemment l'aventure familiale surtout des Abil-Lamar. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous en dire plus, justement pour vous laisser cet appétit ou cette appétence de remonter sur cette page importante du Liban. Je vous engage dans cette plongée au cœur de l'histoire avec plus de 300 pages, mais je vais vous dire, les 300 pages, on les lit comme si c'était un rêve. Donc c'est passionnant, c'est très bien illustré. Et ça nous donne véritablement une idée très précise de l'épopée et de la saga des Abil-Lamar à travers cette région du monde. Une dynastie, un destin intrinsèquement lié à celui du Liban, bien sûr. Et puis, je reviens bien sûr vers cette phrase. Connaissez-vous les 4 règles d'un collectionneur? Il y a d'abord l'envie, puis la possession, et enfin le 3e stade, qui est le partage, et qui est suivi quelquefois de l'ennui. Samir, à toi de nous expliquer tout ça. Merci. Vous avez raconté votre histoire de collectionneur, qui est bien meilleure que la mienne. Et je crois que la fois prochaine, c'est vous qui devez être ici pour parler de la collection. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et Jean-Louis, je te remercie un peu de l'histoire présente. Et tu as un peu rajeuni ma mémoire avec des choses que j'avais oubliées. Merci infiniment. Tu sais, on a collaboré ensemble un peu avec l'Académie, on continuera à le faire. Et je sais ton amour pour l'art. Et merci infiniment. Et merci à vous tous d'être venus aujourd'hui m'écouter. Je veux commencer mon exposé en vous racontant un peu mon histoire et comment je suis arrivé à la collection. Et il faut que vous connaissiez un peu, avant que je commence la collection, comment ça a commencé avec moi. Je me présente comme un architecte, mais il y a plus de 50 ans, j'ai arrêté ce métier pour devenir industriel et homme d'affaires, mais l'architecture reste dans mon sang. Et tu sais très bien que l'architecture et la créativité, tu ne peux pas l'enlever de ton sang.
Collectionner consiste à regrouper des objets, les classer, les entretenir. Je me classe dans la catégorie des collectionneurs d'œuvres d'art parce que il y a plus que 150 modes de collection. Le collectionneur, quand il collectionne l'objet, il doit savoir qu'est-ce que c'est l'objet. Si je collectionne des pipes, je dois connaître le bois, je dois connaître comment il réagit à la chaleur, je dois connaître le tabac. Si je collectionne des voitures, je dois connaître la mécanique. On ne peut pas collectionner quelque chose sans connaître, autrement on n'évolue pas. Et la collection apprend à entrer et à connaître le sujet. J'ai commencé par collectionner des timbres-poste, parce que je n'avais pas les moyens de collectionner autre chose. Mais les timbres-poste m'ont appris un peu la géographie. J'ai laissé les timbres-poste. Étudiant à l'Alba, j'avais comme maître César Jmaillet. Je passais un peu mon temps libre à descendre dans l'atelier de peinture, à regarder ce que les peintres faisaient, à voir notre modèle Mariam dans le temps, et à m'intéresser un peu de peinture. Je m'intéressais aux peintres libanais. J'avais connu quelques-uns, je visitais leurs ateliers. Quand il y avait des expositions, j'allais voir les expositions, mais je n'avais pas les moyens d'acheter tout ça, mais ça m'intéressait. Je vous donne un exemple ici. Voilà, cette sculpture, c'était mon première œuvre que j'ai achetée de chez Basmous. Quand on était à l'académie, on était parfois chez Basmous. On faisait une table ronde, on parlait d'art. Et j'ai acheté cette sculpture qui était un peu influencée par l'art. Et c'était à ce moment la vogue d'art. Et cette sculpture, malheureusement, a été copiée en bronze. Elle a été agrandie, elle a été vendue à des exemplaires. Mais ça, c'est l'original, qui n'est pas très grand. Que j'ai acheté. Ça, c'est la première pièce que j'ai achetée dans ma collection. Marié, je partageais mon hobby avec ma femme. Et avec nos économies, nous achetions des Jmaïel, des Onsi, des Farouk, des Sir, des Canaan. On commençait à faire notre propre. Voilà, tu peux. Voilà les choses que l'on a commencé à acheter, à faire. Oui, on les a. C'est de chez toi qu'il y a quelques-unes qui sont de chez toi aussi. J'imagine. Avant, il y avait un Awad, n'est-ce pas? Il y avait un Awad. Il y avait un Awad, il y avait des choses. Maintenant, ça c'est des Jmaïel, celle-là. Et vas-y, pour voir. Ah, ça c'est fameux. Il a Alors, été dans le livre de l'exposition de l'ONU. Je veux un peu m'arrêter sur ce tableau. Ce tableau, je l'ai acheté de Farouk Abilama, qui était mon voisin et mon ami et des choses. Et ce tableau a fait un peu le tour du monde. Ce tableau a été à Londres, il a été à Paris plusieurs fois, à l'Ayoubie plusieurs fois. Et j'ai eu la surprise de recevoir une fois un téléphone du Cosmopolitan Museum de New York, en me disant qu'ils étaient intéressés par ce tableau et que si je permettais, ils vont envoyer quelqu'un pour l'étudier. Évidemment, je leur ai permis. Ils m'ont envoyé 2 jeunes filles qui sont restées chez moi 1 journée et demie pour étudier ce tableau. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour dire que j'ai été intéressé? Ils ont entamé 3 sujets. Le premier sujet, c'est un sujet, la complétion du tableau. Le second sujet, c'est un sujet social. Les 2 genres de vie, l'européen et le monde arabe. Le troisième sujet, c'est le mélange de couleurs. Comment ces 2 personnes ont passé 1 journée et demie, moi qui passais devant ce tableau. Et de cela, j'ai tiré une leçon. Quand vous avez un tableau et que vous le scrutez et que vous passez devant, que vous l'analysez, plus vous voyez ce tableau, plus vous enrichissez. Vous verrez comment il est composé, s'il est mal composé, s'il est bien composé. C'est à force de voir un tableau, et cette toile m'a donné cette leçon.
quand j'achète un tableau, que je le vois, un tableau, je ne le vois pas la première fois, je le vois la deuxième fois, troisième fois. J'essaie de disséquer qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal. Avec la guerre de 75, ma famille a été en Europe et moi je me déplaçais entre Jeddah, Paris et Boyer. Et pendant les temps libres, nous visitions les galeries, les musées, les maisons de vente, les foires en Europe et tout ça. Et ça m'a beaucoup enrichi au point de vue art, et ça m'a beaucoup enrichi. Nous avons arrêté nos acquisitions libanaises pour nous consacrer alors aux impressionnistes et à l'art contemporain. Ayant acquis une maison avec jardin sur la Côte d'Azur, je découvrais ce que la vie d'appartement, qu'on ne connaissait pas dans la vie d'appartement. Je découvrais le jardin. Vivre dans un jardin, c'est se rapprocher de la nature et se rapprocher. Et je me suis rappelé ce que Moore disait. La sculpture doit être dans un jardin parce qu'elle respire avec l'air, elle respire avec les lumières, avec l'ombre, avec la pluie, avec la neige. Alors, je dis pourquoi ne pas commencer à meubler mon jardin. Comment je pouvais le meubler avec des sculptures. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à la sculpture, à visiter les galeries et à acheter des sculptures pour ce jardin. Voilà les sculptures que j'avais achetées et qui étaient en France et que j'ai ramenées au Liban pour les mettre dans mon jardin. Ici, vous voyez des lalars, un folon, un rosciago, une chose. Donc, je me suis intéressé à la sculpture et j'ai tout ramené au Liban. Je décidais alors d'être un peu sélectif. Et j'ai commencé à vendre ma collection d'impressionnistes, qui ne m'a pas beaucoup rapporté, même parce que les impressionnistes n'étaient plus à la mode. Et ce que j'avais acheté, ce n'était pas des grandes pièces ou des grandes. J'avais acheté des choses moyennes qui, en les vendant, ne m'ont pas. J'ai perdu en les vendant, mais je voulais avoir des fonds pour acheter autre chose. Alors, de cette longue expérience, je voudrais maintenant parler du collectionneur. Il n'y a pas de colle pour le collectionneur. C'est par son expérience, il corrige les erreurs de goût, de prix, de mode et de qualité. Chaque collection a ses spécialités et quand on s'attache à une collection, il faut entrer dans cette collection. Supposons que vous allez collectionner une œuvre d'un peintre. Il faut connaître la vie du peintre, son évolution, là où il est. Vous ne pouvez pas commencer à acheter une collection, une série, si vous voulez faire une collection sans entrer dans les détails de chaque série. Puis le collectionneur, s'il doit acheter de la peinture, il doit connaître les techniques de peinture, il doit connaître les couleurs de sculpture, il doit reconnaître si c'est un multiple, une pièce post-mortem, tout ça, il doit l'apprendre. Autrement, il ne peut pas collectionner. C'est pas on voit une pièce, on l'achète, on dit non, il doit entrer dans le sujet. Il doit savoir comment préserver ces pièces, savoir que l'aquarelle ne peut pas se mettre au soleil. C'est des choses qu'on apprend soi-même. Il n'y a pas une école qui vous apprend ça, mais c'est l'expérience qui vous donne ça. Puis il doit tout le temps voir des foires, il doit être au courant des expositions, s'abonner, même sur un iPad, à des sites qui l'informent des expositions, des peintres et tout ça, pour qu'ils s'enrichissent
et en achetant qu'il soit un peu plus sélectif. Maintenant, je vais commencer un autre chapitre. Comment acheter? Il y a 4 façons d'acheter. Premièrement, de particulier à particulier. Ça, c'est l'achat le plus difficile. Parce que d'habitude, le particulier surestime sa pièce. Il n'est pas au courant du marché. Il sait qu'un Bergossion s'est vendu à Dubaï à ce prix. Il a un Bergossion, donc il a son prix au Bergossion, sans savoir que la dimension est différente, la période est différente. Donc, c'est assez difficile d'acheter d'un particulier. Et je l'ai rarement fait. La seule fois où je l'ai fait, c'est que j'étais à Dubaï, j'étais chez un directeur, j'ai vu chez lui un Unsi. Voir un Unsi à Dubaï, je lui dis, vous aimez le Unsi? Il lui dit, oui, ma femme est la fille de Unsi. Je lui ai demandé s'il avait des tableaux. Il lui dit, oui, quand je suis venu à Beyrouth, j'ai fait une sélection décorée de Unsi. Et ça a été très rapide parce que cette dame connaissait les prix de Unsi et tout ça, donc elle ne demandait pas des choses extraordinaires. Je n'avais pas fait une trouvaille, ni pas fait. J'ai fait l'achat du marché. Donc, il faut. Donc, le particulier, pour moi, est un problème un peu difficile. Puis, vous pouvez acheter de l'artiste directement. Acheter de l'artiste directement, vous faites un bon achat, parce que vous éliminez la galerie. Mais l'artiste qui vous vend directement, ça veut dire qu'il n'est pas fidèle à sa galerie. Et l'artiste qui n'est pas fidèle à sa galerie ne monte pas. Parce que la galerie a un grand rôle de pousser l'artiste. J'étais une fois chez Lalande, je lui ai demandé le prix du sculpture. Il m'a dit, téléphone à Jean-Gabriel Mitterrand ou à Peter. Il n'a pas voulu lui-même me donner un prix, parce que la preuve, Lalande a réussi parce qu'il a choisi des bons galeristes qui ont poussé ses œuvres. Donc, le galeriste, donc de l'artiste, je n'ai pas beaucoup acheté de l'artiste parce que l'artiste qui me vend directement, je vois qu'il n'a pas un futur. J'ai acheté par exemple de Le Sieur, directement. Aujourd'hui, Le Sieur n'a plus de cote. Ce que j'avais acheté dans le temps était beaucoup plus haut que ce qui se trouve dans les marchés. J'ai aimé, j'achetais de chez Le Sieur, mais comme il s'était disputé avec sa galerie et tout ça, il n'a pas. Vous pouvez acheter du maison de vente. Alors ici, quand vous êtes à une maison de vente, il y a beaucoup de maisons de vente ici. Il faut savoir se mettre une limite dans l'achat. Parce que dans les auctions, on est tenté pour avoir la pièce de monter. Finalement, vous avez la pièce, mais vous l'avez payée trop cher. Vous vous direz, ça ne me fait rien. Quand on aime, on ne calcule pas. C'est un autre problème. Mais un collectionneur sait un peu de quoi il s'agit et combien de temps. La maison de vente, de plus, il faut savoir demander à la maison de vente des descriptions détaillées, un état des lieux. Ce n'est pas, surtout maintenant qu'il y a des online, ce n'est pas en voyant le online qu'il faut demander l'état des lieux, la provenance. Il faut demander beaucoup de questions avant de... J'ai eu l'expérience, j'ai acheté une fois à Londres, à Saussure. Je n'ai pas bien regardé, mais c'était pas la signature, c'était attribué. J'avais omis le mot attribué. La différence était énorme. Vous pouvez acheter une galerie. Moi, j'aime acheter de galeries. Pourquoi? De bonnes galeries. Vous devez choisir votre galerie. Parce que quand on parle de galerie, on parle de beaucoup de catégories. Il faut choisir sa galerie et voir le sérieux du galeriste et que le courant passe entre vous et la galeriste. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les galeristes, les galeries sont devenues immenses.
Il y a 10 ans, la galerie avait une adresse à Paris. Aujourd'hui, il n'y a pas une galerie internationale qui n'a pas 5-6 adresses. Pour vous donner un exemple, Guéret Gaussian emploie 1000 personnes chez Gagosian. Gagosian. Ils emploient 1000 personnes. Ça devient une industrie, ça devient très grand. Il y a beaucoup d'argent sur le marché. Et cet argent se réfugie aujourd'hui dans l'art. Il se réfugie dans les galeries. C'est pour ça que les galeries sont un bon lieu d'achat. Parce que le galeriste vous apprend, il a une culture supérieure à vous. Quand il y a un peintre ou un tableau, il vous parle du peintre et du tableau, vous apprenez de lui. C'est différent d'autre chose. Et le galeriste, si vous devenez un client, il se met de votre côté. Quand vous pouvez réserver la pièce chez lui, pensez 1-2 jours, l'acheter ou ne pas l'acheter. Donc vous avez beaucoup de latitude. Et moi je trouve que c'est la meilleure façon d'acheter. Voilà, je vous donne des exemples de pièces que j'ai achetées de galeries. Et le galeriste, quand il sait que j'aime Vaillant, quand il a une pièce de Vaillant, il me téléphone, il m'envoie la photo, il m'envoie le prix. Il y a une communication entre moi et lui. Alors, les quatre, pour terminer, je termine avec les 4. Il y a le désir. Vous découvrez un objet, vous avez envie de l'acheter. Votre désir est satisfait. Vous l'achetez, vous l'avez à vous, il devient votre propriété. Vous êtes content, vous avez de votre propriété. Puis il y a le partage. Vous appelez notre collectionneur pour voir si vous avez fait, si c'est un bon et quoi, avec vos amis, vous le partagez, tout ça. Et le deuxième stage, c'est l'ennui. Ça, c'est une chose qui est très discutée et très... Évidemment, quand vous avez une pièce d'un peintre et que vous voyez que ce peintre, que la pièce que vous avez est très médiocre par rapport à ce que ce peintre a fait. Quand vous passez devant cette pièce, il y a une répugnance. Elle vous embête. Elle vous embête. Elle vous ennuie. Vous voulez la vendre. Donc il y a toujours cette période où une pièce, elle colle mal chez vous. Vous vous sentez mal avec elle. Donc, ce qu'il faut, et quand il y a un ennui, il y a une solution, c'est vendre. Il ne faut pas hésiter, il faut vendre. Voilà un peu. Bon, maintenant, quand vous parlez aujourd'hui de collectionneurs, la collection est devenue une chose lucrative. Les grands collectionneurs ont des collections de milliards de dollars. Je cite par exemple Denmat, Mograbi, Arnaud et tout ça. Ce sont des collectionneurs, mais pour eux, c'est... Je ne peux pas du tout me comparer à eux, je suis un petit collectionneur. Mais pour eux, c'est devenu un travail, une chose lucrative. Ce n'est plus la collection. Mais aujourd'hui, ça a dégénéré cette collection et malheureusement, c'est eux qui sifflent un peu aujourd'hui dans le marché de l'art. Il y a 100 noms qui sont demandés par tout le monde. Mais il y a à côté de 100 noms des milliers d'artistes qui sont très valables et dont les prix n'ont pas augmenté. Mais ils ne sont pas demandés. Sur le marché, le prix est bas. Tout le monde est attiré pour des investissements, pour des choses, aller vers le haut. Et ceux qui ont le haut, et déjà, vous allez dans des galeries, si vous ne verrez pas réserver avant la galerie une pièce, vous l'avez vue, vous ne la trouverez pas parce que à l'exposition,
tout est déjà vendu. Parce que c'est un marché aujourd'hui qui a changé ces quelques années d'une façon extraordinaire. Et pour le petit collectionneur que nous sommes, c'est difficile de suivre le train. J'ai eu la chance d'être dans un milieu familial où l'art est présent. Ma femme aime se retrancher derrière ces cases. Je ne sais pas si vous avez vu ici les cases. C'est la collection de ma femme. Elle a d'autres collections qui sont à elle. Mon fils Karim est un grand collectionneur. Son fils travaille à New York dans une galerie. Il va ouvrir sa galerie lui-même. Raed, évidemment, encore, il est dans le donc, j'ai eu la chance d'être dans ce milieu où on aime les arts. J'ai passé ma vie à apprendre et continue à apprendre. Et en vous montrant des photos, j'ai voulu montrer qu'il y a des artistes libanais dont les œuvres peuvent cohabiter avec des grands noms étrangers. Je ne sais pas si... Claude, c'est toi? Ici, par exemple, je vous montre ici. C'est qui ça? C'est mon grand-père maternel. C'est un grand-père maternel. Fais-les deviner. Et Fais-les deviner pour le deux. On reconnaît ça, c'est mon grand-père maternel qui est peint par Paul. Et ça, c'est moi et ma femme avec une peinture de Schnabel. Qui a peint ça sur des assiettes, des choses comme ça. Je les ai mis dans la même salle pour montrer, et ça me choque pas, et ça n'a choqué personne chez nous. Donc, les artistes libanais peuvent très bien cohabiter. Je ne sais pas si vous avez vu avant une pomme, une poire. On n'avait pas. On peut reculer en arrière un peu. Oui, Voilà, une pomme, une poire. Elle est avec une sculpture de Gormley. Je ne sais pas, tu es gêné dans ça? Tu n'es pas gêné, ça c'est pour long. Ils sont mis au jardin un à côté de l'autre et ça ne gêne pas. Et les artistes libanais, on a d'excellents artistes, d'excellents sculpteurs. Malheureusement, nous sommes un petit pays, le marché est petit. Ces artistes ne peuvent pas grandir s'ils ne vendent pas, s'ils ne sont pas. Donc, notre marché est petit, ils se rabattent sur, tu sais mieux que moi, je voudrais vous terminer pour remercier maintenant Jacques de m'avoir appelé collectionneur. Mais je suis fier d'avoir le Liban, une collection qui vit, où on voit les langues, un gourmet voisiné avec un basse-bousse, un volté avec un volant, un jmaïl à Aboud avec un schnabel. J'arrête mon chapelet pour vous remercier de m'avoir écouté et répondre à vos questions. Il faut nous raconter l'aventure des Lalanne. Ah, C'est triste. vous savez, la première fois que j'ai vu un mouton de la lande, c'était dans une exposition. J'ai demandé le prix. C'était cher. Mon fils m'a dit, avec ce prix, tu peux acheter un Peugeot 203. En quelle année? Ça, c'est dans les années 75, 78. Puis j'ai fait la connaissance de Lalanne. Ma femme, j'étais en voyage une fois et ma femme a été déjeuner chez lui et on a fait la connaissance. Et depuis, on se voyait de temps en temps quand j'étais à Paris chez Mitterrand. Et même quand il est mort, Mitterrand, chaque fois que j'étais à Paris et que Claude était présente, il m'invitait avec elle et on bavardait. Le secret de Lalanne, c'est que c'est un couple très travailleur. Ils ont beaucoup produit. Pour qu'un artiste soit international, il faut qu'il produise beaucoup. En produisant peu, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas dans les foires, vous n'êtes pas dans les choses. Lalanne a beaucoup produit.
Et il a choisi ses agents, il a été fidèle à ses agents. Je défie quelqu'un de me dire j'ai été chez Lalande, j'ai acheté directement de chez lui. Je crois que ça n'existe pas. Je crois que ça n'existe pas. Et c'est ces agents à Londres, à New York, Marini, le décorateur qui a adopté la langue. Et moi, j'ai connu la langue, je l'ai connu la fois, c'était rien, mais quand je l'ai connu la première fois, c'était avec Michel Harmouche, qui connaissait la langue et qui allait chez lui et tout ça. Et quand j'allais dîner, par exemple, à Paris, chez Michel Harmouche, j'allais chez Arcurial, j'achetais une fourchette. La fourchette de la langue était au prix d'un bouquet. Parce que Mitterrand avait commencé chez Arcurial à faire des multiples et à les vendre chez Arcurial. Et la langue a commencé à être connue. Mais le couple est excellent, est extraordinaire. Puis, ils produisent beaucoup. C'est le seul exemple mondial où un multiple de 1000 exemplaires, qui sont les moutons, il y en a 1000, il y a 3 séries, il y a 1000, ou 1200, 1100. On ne trouve pas dans l'histoire mondiale des multiples qui se sont vendus à des prix de l'argent. Le mystère, c'est que ce qu'il a fait, ce que Lalande a fait, tout le monde aime. Il s'est attaqué il a fait des animaux à son style. Puis Claude a commencé à faire des lustres, des candélabres, des meubles. Donc tout ce qu'ils ont fait, n'importe qui peut le mettre chez soi. Il faut pas. Et il est entré avec Marino dans de grandes collections en Amérique. Non. Quand vous entrez en Amérique dans de grandes collections, ça veut dire que votre carrière est déjà assurée. Vos références. Quand vous voulez acheter une œuvre, vous demandez la référence. Si on vous donne la référence, 2-3 grands collectionneurs ou 2-3 grandes personnalités, vous êtes tout de suite avec la communication, les Chinois, les Japonais ont commencé à puis les Chinois se sont précipités sur la langue et tout ça. Mais aujourd'hui, on se demande, j'ai des pièces qui valent beaucoup d'argent. Je passe devant elles. Combien? Je donne, disons 1 million. Mais quand tu passes chaque jour devant une petite pièce qui coûte 1 million, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que le million est mieux? Ou je prends 1 million, je le dépense autrement. On est tenté de vendre. Ça dépend si c'est du fraîche ou non. On ne parle pas de l'autre, on parle. Il faut nous parler du tableau de Schnabel. Ton portrait avec celui de ton époux. Et comment il est fait? Avec quoi il est fait? J'ai connu Schnabel à New York parce qu'on avait eu un projet immobilier où on a réservé le rez-de-chaussée comme galerie. Et Vito Schnabel a acheté cette galerie. Donc Vito Schnabel j'étais à New York, il faisait une exposition. Et il m'a dit, je veux te faire connaître mon père. J'ai connu Schnabel. C'est un personnage. Schnabel est un Allemand juif qui a fui en Israël. Il s'est marié à une Palestinienne. Il a vécu une période en Israël. Et puis il ne s'est pas entendu avec l'État hébreu. Il a émigré en Amérique. Il a commencé à peindre. Et sa peinture a été acceptée contemporaine. Aujourd'hui, il a cette toile métropolitaine dans tous les grands musées, il est très connu. Et il s'est marié 3-4 fois. Quand j'étais chez lui, il y avait... sa femme venait d'accoucher. Il a 75 ans. Et c'est un monsieur qui ne porte une seule tenue,
qui est le tenue du peintre, du badigeonneur, et qui a une maison sur un gratte-ciel de 12 étages, à lui seul. Donc, pour vous dire un peu le personnage, il a fait des films sur Van Gogh, il a fait des films, il a fait... Et c'est un artiste complet. Le courant a passé entre moi et lui. Il connaît le français, il parle un peu d'arabe, l'allemand, et il vit parfois en France. Le courant, il m'a dit, je vais te faire pour... Il m'a montré ce qu'il faisait, il m'a pris chez lui avec Claude, on a été... Il m'a dit, je vais te faire. D'accord, fais-moi le portrait. Et on a été 3 jours de suite. Il peignait, et on revenait, il n'a pris aucune photo. On revenait le lendemain, et quand je voyais qu'il avait tout, que tout avait changé, pensait à quelque chose, la couleur avait changé, il avait mis du rouge, il mettait du vert, et c'est comme ça qu'il a fait. Il a testé. Mais avec quel matériau? Avec quel matériau il a fait? Ah, Ici, magnifique. il peint en série, il a pas des séries, des modèles, chaque fois il y a des arbres, il y a des personnages, il prépare son canevas qui a 1,80 m, à peu près sur 1,80 m. Il le prépare en collant dessus des assiettes cassées et tout ce qui est en porcelaine cassé. Et il peint dessus. Ça, il peint parfois des personnages. J'ai en route maintenant un tableau avec des personnages, des arbres, des choses comme ça. Ou des portraits. Ça, c'est plus sérieux. Mais il fait tout à fait autre chose. C'est pas seulement ça. Donc tous les grands peintres, ils ont des motifs différents. C'est très réussi, c'est très bien. Quel est le processus amoureux qui lie un collectionneur à une nouvelle œuvre qu'il découvre? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Regarde, quand tu découvres une nouvelle œuvre, parfois elle ne te plaît pas, tu la rejettes. Peut-être qu'elle est très valeureuse et c'est très difficile de l'acheter, de la trouver. Mais tu ne peux pas communiquer avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne te plaît pas. Ça ne veut pas dire que si elle plaît à un autre, tu as bon goût et l'autre a mauvais goût. Non, c'est tout à fait personnel, ça part. À partir du moment où elle te plaît, tes critères sont différents. Quand elle te plaît, le prix est différent. Tu lâches. Devient secondaire. Tu lâches. Tu te mets une elle te plaît, tu la veux, tu lâches le prix. Ça devient secondaire. Quand tu achètes, parce que le prix, tu as fait une bonne affaire, d'habitude, elle t'ennuie après. Parce que chaque chose a sa vraie valeur. L'occasion, c'est comme la loterie, ça n'existe pas. Tu ne peux pas acheter une œuvre qui se dans la cote à 100 000, tu ne peux pas l'acheter à 25 000. Même si c'est auction, tout ça. Si tu l'achètes à 25 000 du même auteur, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. C'est sa valeur. Hein? Ça veut dire que c'est sa valeur. Ce n'est pas 100 000, c'est 25. Donc j'avais parlé de processus amoureux, mais en fait tu me parles d'un processus passionnel. Passionnel. Voilà. C'est On ne va pas parler de la différence de la passion et de l'amour. coup de singe. Maître. J'aimerais bien poser une question qui fonctionne particulièrement chez vous, parce que vous avez commencé à collectionner il y a une 50aine d'années, et le marché de l'art est très différent, c'est-à-dire jusqu'à il y a 20 ans, on s'intéressait particulièrement au côté érudit, esthétique, passionnel par rapport au monde de l'art. Et depuis une quinzaine d'années, et comme vous l'avez bien dit, il y a un intérêt énorme, grandissant pour la valeur commerciale de l'œuvre, c'est-à-dire ce qui n'était pas avant.
Ma question, si vous pouvez avoir une réponse sincère, c'est très flatteur d'acheter une œuvre d'art à, je ne sais pas, 10 000 $ et qu'on vous dise qu'aujourd'hui elle vaut 3 millions. C'est clair. Mais ma question serait, vous aurez acheté les Lalanne parce que vous avez aimé monsieur et madame Lalanne, que vous avez une histoire avec les Lalanne, que vous avez vécu avec les moutons de Lalanne sur votre piscine, mais que les Lalanne, qui jusqu'à il y a 10 ans n'avaient pas vraiment une valeur commerciale importante, ils n'ont pas... Non, jusqu'à il y a 10 ans, ils n'avaient pas une. La question, ils n'ont pas eu cette spéculation sur leur travail et que je vous dise aujourd'hui, le mouton de Lalanne vaut toujours 10 000 $. Ok? Est-ce que ça changerait votre passion, ou votre regard, ou votre relation aux moutons que vous avez aimés et qui ont peut-être, qui n'ont pas évolué au niveau du prix, mais qui ont eu cette relation que vous admirez quand même parce que vous les avez achetés? En collectionnant, on a deux critères. Pour le critère d'investissement, ou un critère, quand j'ai commencé, je n'ai jamais pensé à investir. Parce que si tu veux investir, c'est une autre politique. Si tu investis, tu dois investir sur plusieurs artistes. Il y a quelques-uns qui vont monter, les autres vont disparaître. Si tu es assez chose, tu te retrouves avec un bénéfice, un grand bénéfice, ou avec une perte. Donc, si tu achètes pour investir, et ça c'est grand, c'est un autre problème. Donc on peut parler aujourd'hui d'un collectionneur passionné et d'un collectionneur trader, investisseur. Le trader est différent. Oui. Le trader est différent. Mais le trader, il doit mettre un capital, et comme la bourse, tu achètes des catégories d'actions. Mais est-ce que... Et puis, tu parlais des années avant. La mode aussi est pénalisante pour l'art. Aujourd'hui, tu sais mieux que moi que des petits tableaux ne se vendent pas. Tout le monde demande de grands tableaux. On voit dans une pièce un grand tableau. Quand on a commencé à acheter, on a acheté les petites choses. Sur un mur, on mettait 12 tableaux. Aujourd'hui, on ne met plus sur un mur 12 tableaux. On veut un grand tableau. C'est la mode qui a changé. Et la mode, de la même signature, un petit tableau se vend beaucoup moins cher qu'un grand tableau. Parce que le grand tableau est demandé. Mais vous ne pensez pas, bonjour, ça va. Et Vous ne nada. pensez pas que... Jamais femme. Et vous ne pensez pas qu'un trader doit aussi être passionné? Il faut qu'il aime aussi ce qu'il achète. Il y a un critère esthétique dans le collectionneur qui agit en investisseur. Il y a quand même une base esthétique dans son choix. Esthétique à son goût. Oui, exactement. Esthétique à son goût. Mais il achète en fonction de la vente. Oui. Pas en fonction d'acheter. Oui, c'est Et clair. en fonction du nombre. Et Oui. c'est pas le nombre qui fait le grand collectionneur, c'est la qualité. Parce que parfois, il y a des choses qui... Le critère de la qualité, c'est le tableau qui est mesurable. Quand tu dis un tableau mesurable, ça veut dire qu'il a la qualité. C'est le top. Oui, c'est Aujourd'hui au Liban, il y a de plus en je voulais dire qu'aujourd'hui au Liban, il y a de plus en plus de traders, comme vous dites. En quoi ça influence le marché de l'art, leur présence et leur... Pardon, je n'ai pas compris. En quoi la présence des traders influence le marché de l'art? Qu'est-ce que vous... Je veux dire, Le trader, qu'est-ce que c'est c'est? nouveau, c'est les Celui businessmen. qui spécule sur Les les businessmen tableaux. qui achètent. Qui spécule sur les Oui. œuvres. Et en spéculant sur l'art, il y a un mouvement qui se crée. Oui, il y a. Et quand il y a un mouvement, il y a la vie. Quand il y a la vie, il y a le développement. S'il n'y a pas de mouvement sur le marché, tout tombe. S'il y a une prise, ça hausse.
Mais ce n'est pas nécessairement dans le bon sens. Ben non, lui, Au Liban, au Liban. Oui, mais dans le temps, il y en avait moins. C'était pas passionnel. Dans le temps, c'était des passionnés. Au Liban. Aujourd'hui, il y a plein de passionnés. les imprimés, affichages, même si c'est Le nombre a augmenté et l'argent a augmenté chez les Arabes. Il y a beaucoup d'argent chez quelques personnes, énormément d'argent. Et cet argent, on le met aujourd'hui sur l'art. C'est une réalité. Merci pour cette belle présentation. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourrez avoir le même rapport affectif que vous avez avec l'art physique avec l'art digital? Le même rapport affectif avec l'art digital qui se crée aujourd'hui. Certainement. Est-ce que vous investissez dans de l'art Les digital? deux sont de l'art qui se manifestent d'une façon différente. La poésie aussi, vous pouvez, toutes les choses d'art sont différentes. On a parlé de l'art, on a parlé de la sculpture, mais dans l'art, il y a beaucoup de catégories de... Je fais référence particulièrement à tout ce qui est NFT et l'art itératif, etc. Maintenant, les nouveaux que je ne comprends pas, l'art cybernétique, je ne le comprends pas, mais ça existe. Ça existe et ça va marcher. Ça va marcher, non? Ça va mais c'est pas ma génération qui va apprécier ça. C'est la nouvelle génération de mes enfants qui vont apprécier ça. Je ne connais pas. C'est un domaine que je me sens inconnu dans ça. Je n'ai aucune culture, je ne sais pas. Il faudra qu'on fasse une présentation sur ça. Oui. Est-ce qu'il y a un fil conducteur chez un collectionneur ou ce sont des coups de cœur qui se... Le fil conducteur, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous aimez quoi? Ma fichi. Là où je me le meilleur tableau, la meilleure signature. Je vous amène un bakiat qui vaut 4 millions. Mais d'abord, millionnaire. Je n'aime pas. Ça s'arrête. C'est le cœur, c'est le cœur. Et c'est l'éducation. Avant au Liban, l'art était à la classe moyenne. Et comment l'art s'est développé? J'ai ma voisine qui a acheté un guéguier à Gaussian. On est monté chez eux, on a vu le Gaussian. D'où tu l'as acheté? Combien vous avez? Le lendemain, moi j'achète le Gaussian pour ma voisine. On n'a pas choisi le Gaussian parce que c'est un bon peintre, ça se faisait et puis les galeristes qui vous invitent à un vernissage. Malheureusement, ceux qui vont à ces vernissages, la plupart du temps, c'est du mondain, qui est de mondanité. C'est pas, on ne rencontre pas vraiment les gens qui aiment enfin, les mondains, ils aiment, mais ce n'est pas des gens qui vont pour se documenter, augmenter leur culture, connaître un nouvel artiste et tout ça. C'est plutôt du mondain. Pas tout le temps, pas toujours. Non. Il y a beaucoup de des monde. gens très curieux qui veulent savoir, qui posent des questions, qui sont intéressés, qui veulent rencontrer les artistes. Quelques-uns, mais dans un vernissage, c'est beaucoup plus mondain que... Oui, d'accord. Oui, mais l'expo est quand même de 3 semaines. Il y a toujours J'ai des été gens à qui plusieurs vernissages. À New York, récemment, j'ai été à un ça vous fait vernissage. plaisir à nous, les Je galeries. voyais tous des toilettes et des gens avec un nouveau tête. Ils ne regardaient même pas les tableaux. Ça, c'est autre chose. C'était ce soir en même temps et tout ça. Il y a beaucoup d'appareils. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des vernissages. Je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas l'endroit idéal pour aller étudier une toile. Il y a beaucoup de choses. Quand on veut étudier une toile achetée, il faut peut-être aller au vernissage la voir et puis la repasser après pour pouvoir les discuter ou la voir. Il vaut mieux aller le vernissage et ça. Pas après, c'est pour comprendre. Bien sûr, parce que L'étudier, la comprendre. Oui, bien sûr. Bon, j'ai une petite question à vous poser qui est à côté un peu de l'aspect matérialiste
matériel plutôt de collectionner. Moi, j'ai envie de vous poser une question personnelle. Qu'est-ce que vous éprouvez une fois que vous avez une acquisition? Quel est le sentiment que vous avez? La possession. Non, à part de la possession. Est-ce que ce n'est pas assimilable au sentiment amoureux qu'on a? Non. Quand j'ai une pièce que j'ai désirée qui est chez moi. Oui, une fois que vous l'acquérez. Je suis content. Oui. Je suis content de l'avoir. Il est satisfait de l'avoir. Oui. Et je repasserai devant elle le lendemain et le jour. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui vous disent qu'en fait, le sentiment d'acquisition fait naître chez le collectionneur un sentiment assez comparable à celui qu'on a quand on est amoureux. C'est la même, on appelle ça la sérotonine, je pense, où il y a une molécule qu'on sécrète quand on a une acquisition, qui fait qu'on a quasiment le même sentiment amoureux vis-à-vis d'une œuvre qu'on aime, que quand on est avec une personne qu'on aime. Est-ce que ça résonne en vous, ceci? Je ne pourrais pas mettre un tableau avec une personne que j'aime. Les choses sont différentes. Et c'est un peu différent. Donc je vous donne un exemple. Je viens de recevoir une sculpture de Folon. Je l'ai mis dans mon jardin, un peu à côté de la sculpture. Mais maintenant, quand je sors dans mon jardin, la première chose que je dois, c'est la nouvelle. L'ancienne, je l'ai depuis 10 ans. Je suis habitué à elle. La nouvelle, je sais. Tu vas tous les matins, tu lui fais bonjour. Et là, moi, je me chalais dans la asfolie. C'est la satisfaction, il est satisfait. Et voilà. C'est très intéressant ce que tu nous as raconté. Merci. C'est très Non, mais Jean-Louis, merci, et très sensible. Jean-Louis. Je voulais simplement aussi, peut-être pour conclure, cher Samir, d'abord merci beaucoup pour ton exposé. Il nous a passionnés, autant que tu l'as été et que tu l'es encore. Moi, ce que je voudrais peut-être savoir aussi, c'est combien, en définitive, la vie d'un collectionneur a quelque part un achèvement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un début, un courant et une fin, ou y a-t-il véritablement toujours la même fougue, puisque nous parlons de passion et d'amour, y a-t-il toujours la même fougue vis-à-vis de ce que l'on possède autour de soi? Tu viens de nous dire qu'effectivement, tu sortais dans ton jardin et que c'était ton dernier Folon qui t'attirait encore. Bien sûr. Mais il y a cette vie en symbiose avec toutes les œuvres d'art qui nous entourent, qu'on a choisies, en définitive, pour faire partie de notre vie. Quelle est la véritable relation à moyen et long terme entre ces œuvres d'art que nous avons acquises, peut-être pour leur valeur intrinsèque, d'autres fois pour leur valeur esthétique, et puis notre propre résonance vis-à-vis de ces œuvres? Est-ce que tu pourrais nous en dire quelque chose? Tu sais, chacun passe par des stades. Quand tu es reposé matériellement et de santé, tu continues ta collection et tu te l'attaches. Ta collection est un complément, tu es habitué à elle. Mais si dans sa mahalla, quelqu'un a des problèmes matériels, la collection disparaît. Si quelqu'un quitte la vie, ses enfants, il n'est pas sûr que ses enfants vont garder la collection. Peut-être qu'ils garderont un souvenir. Ou ses enfants aiment la collection, ils la prennent. Ou alors. Donc, la collection ne peut continuer avec quelqu'un que si son critère de vie est le même. Si le critère de vie change pour une maladie ou une question matérielle, tout change. Quelqu'un qui est malade ne regarde plus sa collection. Il aime son-même, il aime sa santé. Il se rappelle sa collection, mais il s'en fout. Il ne continuera pas sa collection. Ce qui lui importe, c'est sa santé. Donc, si on continue dans le même cycle, on continue, c'est le seul bonheur. D'où peut-être, j'essaie de réagir, d'où peut-être pour pérenniser cette collection, parce qu'en définitive, c'est une histoire qui est une histoire de vie.
une collection est une part importante de la vie du collectionneur ou des collectionneurs qui l'ont faite. Pour pérenniser cette histoire et pour pérenniser cette collection, aujourd'hui, on voit la plupart du temps des fondations se créer de manière à ce que, justement, la pérennité de ce qui a été conçu, construit et véritablement choisi puisse continuer à exister à travers le temps et les générations. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai une collection de terre cuite hellénistique, 3e siècle avant. J'ai entre ici et Paris une 50aine de pièces. Je réfléchis beaucoup à ça. Ces pièces n'ont plus la valeur qu'elles avaient. Parce que si je ne dis pas d'archéologie, la culture est différente. Celui qui aime l'archéologie doit avoir une culture historique qui est assez forte. N'importe qui peut aimer un tableau, mais n'importe qui ne peut pas aimer une pièce d'archéologie parce que c'est une histoire. Je me pose, et ce sont des pièces qui ne peuvent plus voyager. J'ai des pièces qui ont des passeports qui peuvent voyager, c'est d'autres qui ne peuvent pas plus voyager. Comme tu dis, je réfléchis beaucoup. Après moi, je suis sûr que mes enfants ne vont pas aimer ça. Pour faire une vente aux enchères, collection, ça m'irait bien de choses. Ils se vendront, mais c'est pas dans mon dossier. Je réfléchis beaucoup. À qui les donner? Au musée. À quel musée? Musée national. Oui, musée d'État. Les pièces grecques. Je connais ce qui se passe, je suis dans le patrimoine. Je ne suis pas enthousiaste. Il n'y a aucun musée au monde en Inde. Ce que j'ai, tu donnes un musée, le musée ما بياخد شو مكان. بده يعرف الهيستوريك de chaque chose من وين اجت ومن كيف اشتريتها يعني بخاف انه انا اسرقها من حدا وجايب يعني c'est une affaire qui est beaucoup plus difficile que ça. J'ai beaucoup pensé à ça, c'est difficile. Votre propre musée, faites un musée vous-même. Non. Les choses, en votre nom de différents oui, mais styles de choses. c'est très joli de dire un musée, il faut entretenir. Bien sûr. Est-ce que mes enfants accepteront que je redonne un fardeau comme ça? C'est un fardeau, c'est pas contenu, une pièce. Enfin, on a d'autres problèmes, maintenant on va avec, on va démarcher. Est-ce que le goût évolue? Pardon? Est-ce que le goût évolue? Votre goût a changé? Il y a des choses que vous auriez achetées que vous n'auriez pas achetées maintenant? Premièrement, le goût évolue avec la vôtre. Oui. Le premier critère, ton goût évolue avec la vôtre. Avec la culture. Il évolue avec l'âge, avec la culture. Je n'ai pas le même goût que quand j'avais 30 ans. Mon goût est différent. Puis il y a des pièces dont on se lasse aussi. Une dernière question. Parce que vous avez vu ces 50 ans de changement de marché, ça m'intéresse énormément l'évolution de comment on approche les choses aujourd'hui. Merci. Il a حكيت على الجاليريز. Aujourd'hui, on vous dit vous avez la chance d'acquérir une pièce. Une pièce. Michto. Et il y a deux pièces qu'on vous propose. Une pièce que vous adorez, qui vous touche, qui vous crée plein d'émotions, mais il est très clair qu'elle vaut $1000 et qu'elle va rester à $1000 pour le restant de la vie pour plein de raisons. Ou bien on vous propose une autre pièce que vous n'aimez pas du tout. Mais on vous dit qu'avec ces $1000 que vous achetez aujourd'hui, il y a probablement une chance très forte qu'elle va valoir $1 million dans 5 ans. Comment on peut savoir? À votre âge aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez choisi? À mon âge, je réfléchis en fonction de mon départ. Il y a une pièce qui vous donne beaucoup d'émotions et une pièce qui ne vous donne pas d'émotions. Je réfléchis. La pièce que j'achète aujourd'hui, je voudrais qu'après que mes enfants puissent la revendre.
Ce n'est plus que la passion. J'ai beaucoup été tenté par des pièces que j'ai aimées, que je voulais acheter, et en me disant, après, qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants vont le rejeter. Donc je m'arrête. Il faut que j'aime. Et avec mon âge, il faut que je pense que cette pièce, les enfants vont la prendre. Mais lui, il parle de passion. Ils peuvent s'en débarrasser si d'autres. Ce n'est plus de la passion. C'est pas le coup de cœur. Écoutez, je crois que l'émir Semir Abillaman et les questions qui lui ont été posées nous ont labouré le cœur et l'esprit. Et c'est un véritable questionnement. Nous sommes interpellés, madame, dans ce que nous vivons au quotidien. Merci. Merci à vous. Samir, merci l'émir, De m'avoir. merci le grand collectionneur d'avoir été direct, d'avoir dit vrai et de nous avoir fait partager finalement les joies qui sont les vôtres et j'espère qui seront celles de vos enfants. En tout cas, longue vie à vous. merci pour tout. Nous allons maintenant prendre une photo de groupe tous ensemble et encore une fois, merci.